Bonsoir et bienvenue dans Touchdown et Tartiflette pour la 10e semaine de NFL consécutive où nous sommes là, beaux, propres et habillés pour une fois. Ce soir, nous ne parlerons pas des Raiders, des Seahawks, des Packers et des Browns parce qu'ils se reposent comme Rémi. Ils sont en glandouille. Rémi a choisi de ne pas être là ce soir puisqu'il s'est dit « Ouais, le moment d'aller en Espagne, c'est vraiment maintenant ». Bien joué, Rémi. Touchdown et Tartiflette, c'est votre émission hebdomadaire où nos analystes décortiquent joyeusement l'actualité de la NFL. Oui, on n'était pas là jeudi, c'est parce qu'on avait autre chose à foutre. Notre équipe d'experts internationaux et francophones se retrouve pour ouvrir un regard unique sur une sélection de matchs et aborder les sujets bouillants de la NFL. Tu peux retrouver tous les pronos de tous les matchs sur le site prononfl.com. Surtout, vas-y à la dernière minute, on a quelques danseuses qui ont tendance à changer leur pronos à la dernière seconde. Et tu peux jouer avec nous et le reste de la communauté francophone. Merci de liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, envoyer un lien à ta grand-mère et tout ça. Sans plus attendre, voici notre duel d'experts en direct du Pays Basque. C'est l'écrivain le plus émérite sur le football américain français. J'ai nommé Olivier Rival. Bonsoir. Salut. Content de te retrouver. Il n'est pas au Pays Basque, ou peut-être qu'il y est au Pays Basque, on ne sait pas. Scooby est quelque part, on imagine en Europe, mais on ne peut pas vous dire où, car il est toujours en cavale. Bonsoir Scooby, ça va? Bonsoir, vous inquiétez pas pour moi, j'ai de l'eau et j'ai du pain. Très bien. Voilà, bientôt la campagne Litchi pour financer la cavale de Scooby. Voilà, ce soir au menu, Lions Texans, les Giants Panthers, c'est en Europe ça, Steelers Commanders, 49ers Bucks. On va parler des coachs licenciés et de la NFL en Europe, bien sûr. Et ce soir, le Caval Quiz est un duel. Mais ça, on vous en parlera un tout petit peu plus tard. Tout d'abord, Olivier voulait nous parler, ou c'est Scooby, je ne sais plus, de Denis Allen et des coachs licenciés. Déjà, est-ce qu'on touche le chômage quand on se fait licencier de la NFL? Alors je sais pas si on touche le chômage, mais en fait, quand on est licencié de la NFL, on doit être payé jusqu'à la fin de son contrat. Hein. Donc là, Robert Saleh se fait presque, alors j'avais vu des stats astronomiques, 1 million par mois, je crois, un truc comme ça, pendant 4 ans encore. On se va. Robert Zalez. Non, je pense pas qu'il est payé pour les 4 ans, par contre. Je pense qu'il finit l'année, mais je pense pas qu'il paye pour les 4 ans. Si, je te confirme qu'il finit juste la période de... C'est qu'il a un très bon agent, alors. Hein. Ouais. Ou les Jets sont très mauvais pour signer des contrats, ce qui est aussi possible. Ce qui serait pas impossible. Mais non, c'est vrai que c'est moi qui l'avais suggéré. En fait, j'avais vu, comme tout le monde, que Denis Allen, le head coach des Saints, a été licencié suite au début de saison, et je dirais presque à la défaite face aux Panthers, qui était un peu une des pires équipes de la NFL, voire la pire. Ça m'a fait une réflexion sur, de manière générale, est-ce que c'était vraiment la bonne période? Parce que, au pire, Robert Saleh, même si mon fan des Jets, mon vétéran que je suis, comprend un peu la démarche, parce que il y avait de l'espérance, il y avait de l'espoir, il y avait une équipe, il y avait un développement, et les objectifs n'ont pas été remplis. Là, les Saints, c'était un peu casse-gueule comme début de saison. Alors, ils ont fait un début faramineux. On se disait, ça y est, les Saints au Super Bowl. Et là, depuis, ils ont perdu 7 matchs de suite. Derek Carr était absent pour la plupart, quasiment tous les matchs. Spencer Rattler, qui avait jamais joué avant, il a dû jouer. Je veux dire, moi, je trouve toujours compliqué de licencier les coachs pour licencier des coachs, surtout à des moments où... Et en fait, j'ai l'impression que c'est juste un moyen de se fourvoyer et de se dire, tiens, ça marche pas, il faut virer les coachs. N'importe quoi, qu'est-ce qui se passe, machin. Le premier qui part, c'est le coach. D'abord, on va peut-être bencher, après, on va peut-être virer 1 ou 2 cordeaux, mais après, c'est le head coach qui va partir. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est pas productif et des fois, c'est précipité. Je sais pas si c'est pire ou mieux qu'avant à ce niveau-là, mais moi, je pense toujours à Frank Reich l'an dernier qui a été viré au bout de 9 matchs, quoi. 9 matchs, voilà, merci, au revoir. Bon, ok, cool. Mais c'était ses 9 premiers matchs en tant que coach, il avait un QB rookie, il faut laisser un peu le temps de se développer. Moi, pendant longtemps, je prenais l'exemple des Florida State avec Mike Norvell. Alors, ça ne marche plus trop cette année. Mais première saison catastrophique, deuxième saison pas terrible, troisième saison très bonne, quatrième saison excellente où ils finissent à 13-0 et ils finissent, 13-1.
Mais voilà, ils finissent champion des 6. Bon, après cette année, là, je pense qu'il va se faire bien. Mais voilà quoi, il faut laisser un peu le temps de développer. Je trouve qu'on est un peu précipité à ce niveau-là. Oui, alors moi je suis d'accord avec toi, Scooby, là-dessus, mais surtout en NFL, parce que moi j'ai pas souvenir d'une équipe qui a viré son coach à la mi-saison et qui derrière a cartonné et a fait. Bon, alors il y a sûrement un cas où une équipe a viré son coach. Je me permets de te couper, mais pour te répondre, jamais une équipe n'est allée en play-off après avoir licencié son coach en cours de saison. Donc voilà, je veux dire, la réponse elle est là. Je veux dire, en NFL, on sait très bien l'importance qu'a le coaching, on sait très bien l'importance qu'ont les systèmes, alors etc. Alors des fois, souvent, quand c'est vraiment en fin ou en fin de saison ou passer la milieu de saison, ils prennent un coordinateur qui fait d'intérim, mais au final, ça change rien puisque le système change pas, les joueurs changent pas, donc il n'y a pas de raison que les résultats soient différents. Et si c'est vraiment un coach nouveau qui est mis en cours de saison parce qu'il est viré, parce que celui qu'on avait était viré au bout de 2 ou 3 matchs, malgré tout, c'est impossible d'avoir que le coach ait une équipe qui match avec ce qu'il veut faire sur une saison qui prend en cours. Donc je trouve ça un peu ridicule. C'est souvent pour apaiser un peu les fans, pour dire bah écoutez, on s'en occupe, on sait très bien que c'est pas bon et on pense déjà à l'année prochaine. C'est aussi une manière de faire une croix sur la saison, hein, de dire bah voilà, on s'est trompé, on change le coach, on verra l'année prochaine. Mais à l'arrivée, c'est pas productif. Et je suis persuadé, comme tu le dis, que dans un certain nombre de cas, surtout quand c'est des coachs qui sont là sûrement juste sur leur première ou leur deuxième saison, que peut-être que d'ici la fin de saison, il y aurait eu du positif. Donc oui, c'est des changements de coach qui me laissent souvent assez dubitatif en effet. Mais alors, est-ce que c'est pas aussi une raison de se dire bon, on sait qu'on a merdé, c'était pas le bon. Autant qu'on fasse rentrer le prochain puisqu'on sait déjà qui c'est, comme ça il va se chauffer sur la fin de saison qui est déjà perdue. C'est pratiquement jamais comme ça parce que en milieu de saison tu te retrouves avec le coordinateur défensif ou offensif qui se retrouve en intérim. Donc des fois c'est aussi une manière de lui dire bon tu as une période d'essai pour faire en sorte que tu restes, mais ça se passe rarement au final. Et s'il veut à nouveau, l'intersaison NFL est quand même assez longue pour qu'il puisse prendre un mois ou deux à la fin de la saison pour trouver le bon head coach, quoi. Donc non, moi je trouve pas que ça soit franchement une bonne méthode. Non, mais après le problème c'est que c'est vrai que on a toujours un peu des exemples et contre-exemples, pardon. Moi je me rappelle qu'avec les Panthers, quand Matt Rhule a été viré, Steven Wilkes avait fait quand même une bonne fin de saison. Et au final, ils l'ont pas gardé en tant que head coach. C'est ça. En plus, souvent, quand le coordinateur il fait du bon boulot, il le garde pas. Donc. Et derrière ça, alors, il s'est pas vraiment fait virer, mais on va dire poussé vers la sortie John Gruden aux Raiders en 2021. Et c'est vrai que pour le coup, alors c'était pas vraiment, il s'est pas fait licencier Gruden et techniquement, bon, ils étaient à 3-2, ils étaient pas, voilà. Mais c'est vrai que Rich Bisaccia, il avait réussi à aller en playoff cette année-là, mais ils l'ont pas gardé non plus. Donc ils ont voulu prendre, alors j'oublie toujours son nom, c'est Josh McDaniels qui n'a pas du tout convaincu, qui a été licencié d'ailleurs lui aussi au bout de 2 saisons, il me semble, et qui maintenant a été remplacé par Antonio Pierce, qu'ils ont gardé cette fois-ci, mais là j'ai entendu dire un mauvais écho, on va dire, pour les Raiders. Donc voilà, en fait, il y a jamais de bonne solution. En fait, moi, ce qui m'énerve, et c'est pour ça en fait que je voulais, enfin, qui m'énerve, j'exagère, mais sur lequel je voulais appuyer pour pas qu'on parle que de ça, mais Denis Allen, à la base, c'était le cordo-def des Saints, avant que Sean Payton parte. Et il avait fait du bon boulot. Moi, je me rappelle que les Saints avaient une très très mauvaise défense au début des années 2010, et après ils sont revenus en charge. Je me rappelle des fois où Brady, où il a affronté les Saints, il a fait des très très mauvais matchs de sa carrière. Enfin, il avait fait une très très belle défense. Il avait réussi à redresser la barre et c'est plutôt impressionnant. Et donc ça montre qu'il a des compétences. Voilà, il y a plein de licenciements que je peux comprendre. Alors, c'était pas pour défendre à mort Denis Allen, mais en général. Moi, je pense que le pire jamais vu, c'est celui de Doug Peterson. Ils ont quand même réussi à licencier le gars qui t'a fait gagner le premier Super Bowl de ton histoire, quoi. Donc voilà, mais moi le problème c'est que ça va être comme ça. Ça va être comme ça tout le temps. Demain, Sean McDermott, alors qu'il a réussi à faire en sorte que les Bills deviennent une équipe compétitive dans la NFL, alors qu'avant
c'était encore pire que les Jets pour vous dire à quel point le niveau c'est compliqué. Et ben maintenant, Sean McDermott, demain, il fait une mauvaise saison. Ah ben, je peux te confirmer. Je trouve que McDermott est vraiment au cœur du redressement des Bills et qu'il a fait un boulot extraordinaire. Et il suffit que les Bills perdent 2 matchs pour que tu as des fans qui commencent à demander sa tête. C'est ce qui est absolument hallucinant voilà, mais c'est la NFL moderne où les gens supportent plus que leur équipe ait des trous d'air et pensent qu'ils vont gagner le Super Bowl chaque année. Donc c'est un petit peu triste et c'est pour ça que j'en respecte d'autant plus les équipes et les coachs qui arrivent à durer plus de 10 ans dans la NFL, parce que ça c'est vraiment incroyable. Pour les fans, hein, il y avait bien des Patriots qui voulaient virer Bill Belichick, hein, donc bon. 6 Super Bowl, ça ne suffit pas, quoi. Il est encore là? Non, là, il fait des podcasts. Il s'amuse, hein. Il vit sa meilleure vie, hein. Ah bah oui, de toute façon. Lui et Nick Saban, ils ont l'air d'être. Avec Saban, ils pourraient faire un show du Moped Show assez bon, je pense. Ils vivent vraiment leur meilleure vie, ouais. Yes, merci beaucoup messieurs. Le premier match de la soirée sans plus attendre, les Detroit Lions à Houston chez les Texans. Qu'est-ce qu'on en pense? Je te laisse, Olivier. Ouais, bah écoute, c'est un match intéressant. C'est le Sunday Night qui va sans doute faire une belle audience avec des Lions qui s'affirment de plus en plus comme les favoris dans la NFC. Ils ont quand même une jolie fiche de 7-1. Ça leur est pas arrivé depuis 1956. C'est pour vous dire comme c'est inhabituel du côté de Détroit. Et puis les Texans, qui sont pas si mal, hein, avec 6-3, avec un Stroud qui confirme quand même que c'est un bon QB. Alors le problème des Texans, c'est qu'ils avaient eu pas mal de blessés, mais là il y a le retour de Nico Collins qui devrait permettre à Stroud de retrouver sa première cible, ce qui peut être intéressant. Les Texans qui tiennent bien, notamment en défense, je crois que c'est la 2e défense. Ils font aussi beaucoup de sacs, donc ça peut être intéressant de voir comment est-ce que Goff va gérer la pression qu'il va avoir. Goff qui fait peut-être sa meilleure saison depuis qu'il est dans la NFL, qui s'affirme vraiment comme un très solide quarterback avec une équipe qui marche vraiment bien, puis qui est équilibrée, parce que leur duo de rushers Gibbs-Montgomery, ça marche bien, ça fait une attaque qui est quand même très équilibrée, qui est difficile à contrer. On les a vus contre les Packers encore de manière assez impressionnante. Moi, j'aurais quand même tendance à donner les Lions, parce que justement, c'est une équipe que je trouve un peu plus complète que les Texans. Les Texans qui ont perdu Gibbs pour la saison et avec Collins auront quand même des arguments, mais ça risque d'être un match intéressant qui risque de se jouer aussi sur les turnovers. Détroit est très fort de ce côté-là. Ils ont une fiche de plus 11 du côté des turnovers et ça peut être peut-être la clé du match. Je dirais les Lions, mais ça risque d'être un match très intéressant à suivre. Oui, alors, non, mais c'est vrai que c'est le match un peu de la semaine. C'est un match entre 2 équipes qui sont. C'est un peu compliqué de dire ça comme ça, mais qui revivent, quoi, parce que les 2 équipes étaient en très grande difficulté. Mais après le départ de Lovie Smith et l'ère de Nico Ryans, les choses ont l'air d'être bien meilleures du côté des Texans. Moi, je suis impressionné par les 2 coordinateurs offensifs. Bobby Slowick du côté des Texans et Ben Johnson pour les Lions. Ils établissent des systèmes de jeu très intéressants, très novateurs, et qui mettent justement en lumière leurs différentes armes. Et quand on parlera des candidats au poste de head coach vacant, à mon avis, c'est ces 2 noms qui vont forcément être cités. Du côté des défenses, on a la venue, alors j'ai oublié son nom, Zadarius Smith, je crois, je suis pas sûr à 100%, du côté des Lions dans le trade. Et de l'autre côté, on a les Texans qui ont une des meilleures défenses de la NFL. Et je tenais à m'excuser parce que j'ai un peu bâché Matt Burke au début de saison, où j'ai dit qu'il était pas terrible, et visiblement j'ai eu tort. Mais les Texans, effectivement, battent un peu de l'aile. Le dernier match contre les Jets, offensivement, c'était pas terrible.
8 sacs concédés quand même du côté des Texans. Les Lions, je les trouve plus perfectionnistes, assez vraiment dans un bon tempo, dans une bonne distribution globale. C'est peut-être la meilleure équipe de la NFC actuellement. Ça joue très très bien. Les Texans, ils doivent se remettre en. C'est un match, moi, j'ai important pour se remettre un peu en confiance, parce que ça fait quand même 1 ou 2 matchs où je les trouve un peu au ralenti. Mais voilà, ça risque d'être une très belle confrontation, mais je me pencherai plus du côté de l'équipe de Détroit. C'est bon? Ouais, Ok. c'est bon. Deuxième thème de la soirée, messieurs. Pourquoi, comment est-ce qu'ils choisissent les matchs qu'ils jouent en Europe? Est-ce que vous avez une idée? Parce que moi, je sais pas. Et personne ne sait, je pense. Non, moi je sais pas non plus. Mais moi, au-delà de ça, au-delà du match en lui-même, moi je suis intrigué par la volonté de la NFL de vouloir s'étendre à l'international. Alors moi je connais pas bien la MLB, c'est à toi de me dire Olivier, mais au NBA ça se fait un peu des matchs, ça se fait maintenant un peu des matchs. La NFL. Mais je sais pas si c'est vraiment pour le moment, ça a vraiment un intérêt ce qui s'y gagne dans cette histoire. Est-ce que à Londres maintenant, bon, c'est devenu un peu une place forte, mais maintenant ils font un peu en Allemagne. Ils ont fait un match au Brésil, ça avait pas, il y avait certains, ils ont un petit peu râlé. Je pensais encore à Darius Slay qui s'est plaint que du match à Sao Paulo, qui d'ailleurs aurait failli coûter la saison à Jordan Love. Ils font quelques matchs au Mexique, en Canada, mais bon, c'est presque l'Amérique du Nord, donc jouer à Toronto ou jouer à Buffalo, c'est pareil. Mais voilà, moi je réfléchis un peu à la stratégie, à la volonté de la NFL. Il y a d'autres endroits où ça marche plutôt bien. La NBA, ça reste quand même un sport international, le basketball. Alors c'est pas vraiment un sport, mais ça reste on va dire une ligue. Mais la WWE, la fédération de catch, c'est en international et ça marche très bien pour eux. Mais je sais pas s'il y a quel objectif de la NFL avec l'International Pathway et tout ça. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment un objectif? Alors ça nous fait plaisir nous en tant que fans européens, mais à part ça, j'ai pas l'impression que ça permet au sport de se développer. En tout cas, qu'il y ait plus de gens qui regardent. Après, je pense que c'est aussi pour sensibiliser tout ce qui est fanbase. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un voyage aux États-Unis. Après, ça permet aussi, tu vois, le foot américain, ça reste un truc mystique et je suis désolé, mais comment dire, c'est quand même plus sympa si tu veux faire découvrir le football américain à un pote, lui dire allez viens on va à Londres voir un match de NFL plutôt que de l'emmener voir les Gaulois à Sannois, tu vois. C'est pas c'est deux salles, deux ambiances un peu, tu vois. Tu vois, même si tu vas dans les clubs d'élite, bon alors il y a des efforts qui ont été faits, mais c'est pas non plus encore c'est pas transformatif comme expérience pour autant, quoi. Voilà. Donc, mais après, alors, en filigrane, il y a toujours ce serpent de mer qui fait que certains disent que la NFL voudrait avoir une division européenne à terme, etc. Je sais pas, j'ai des doutes, c'est très très compliqué à mettre en place. Il n'empêche que la NFL gagne quand même beaucoup d'argent avec certains droits télé, que ces matchs en Europe sont toujours archi combles, et que, en tout cas pour ce qui est des matchs en Allemagne, ça a quand même du sens. Je veux dire par là que autant à Londres, c'est quand même un petit peu d'ailleurs comme les matchs NCAA à Dublin, c'est beaucoup pour les expats, pour les Américains qui vivent en Angleterre, pour les Américains qui veulent aller se faire un trip à Londres ou à Dublin. Autant en Allemagne, on a vraiment là la réponse à un marché local qui marche très très bien. Je rappelle quand même que on considère qu'il y a 3,5 millions d'Allemands qui suivent la NFL, mais vraiment. C'est pas des gens qui regardent un match de temps en temps, hein. C'est des gens qui sont vraiment intéressés par la NFL. Que les matchs en Allemagne de NFL tous les dimanches, c'est entre 700 et 800 000 personnes en audience, ce qui est quand même loin d'être anodin sur des créneaux de dimanche après-midi. Ou de début de soirée, que le foot allemand domine largement le foot européen, que la Ligue européenne, qui malgré tout, malgré les doutes qu'on pouvait avoir, elle arrive à tenir, et qu'elle est surtout et avant tout allemande.
que l'Allemagne, c'est quand même 500 équipes de foot américain, 70 000 licenciés. Je veux dire, par rapport à ça, la FFFA, même si elle nous sort des chiffres un petit peu truqués de nombre de licenciés, elle est à des années-lumière de ça. Donc, aujourd'hui, le football américain en Allemagne, c'est pas rien. Et que la NFL essaye d'y gagner un peu des ronds, ça me surprend pas spécialement, en sachant que les matchs à Munich, les matchs à Francfort, c'est des matchs qui sont vendus en place en quelques minutes, voire en maximum 1 heure, tellement il y a d'attente du côté de l'Allemagne pour ces matchs-là. Donc que la NFL en profite, oui. Quelle est la stratégie à long terme ? Je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment une stratégie à long terme ? Avec les Américains, on n'est jamais vraiment sûr, parce que les Américains, à partir du moment où ils peuvent aussi sortir quelques dollars, ils y vont, même si c'est pour se replier dans 5 ans, parce qu'ils auront eu une autre idée. Donc voilà, ça marche. On en profite, nous, fans européens, parce que ça nous fait des matchs moins loin. Mais voilà, les autres ligues le font. La MLB le fait un petit peu en début de saison, comme la NHL le fait un petit peu en début de saison aussi. Est-ce qu'ils ont aussi des stratégies long terme ? C'est pas forcément sûr non plus. Mais tout le monde le fait. Le soccer le fait aussi en Amérique du Nord. Le rugby le fait même en Amérique du Nord, donc ou en Chine, etc. Donc voilà, tout le monde essaye d'aller gratter des sous à droite, à gauche, de faire connaître sa ligue, de gratter des droits télé, etc. Je suis pas sûr qu'il y ait forcément des grands plans long terme derrière, mais écoutez, profitons-en, allons en Allemagne, voir des bons matchs dans des bonnes ambiances, même si c'est pas toujours les meilleures affiches qui nous sont proposées. Voilà, et après, l'autre vertu que ça peut avoir, c'est qu'on connaît son public par les audiences, les interactions sur Internet, tout machin. Mais moi, je me rappelle que ça m'avait choqué quand il y a eu le catch là, qui est allé à Lyon. La réaction du public et surtout la connaissance du public des personnages et tout ça machin avait mis sur le cul même les commentateurs américains. J'y étais. Voilà. Et c'était, tu vois, moi je n'ai pas regardé ça depuis que je suis môme. Non, mais je cherche même pas. Après, la WWE ou dans le monde, c'est pas la NFL. Il faut savoir que le show à Lyon, pour un show d'arène, c'était le show le plus rentable de l'histoire. T'imagines le truc? Non, mais c'est pas ça. J'ai payé ma boîte 300 balles, putain. C'est pour ça que tu manges du pain et de l'eau aujourd'hui. Faut pas tout avoir dans la vie. Hein. Et non, mais le truc, si tu veux, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe si tu amènes à un événement. Tu vois, si on avait un match NFL en France, on ne sait pas si le public du football américain français se réveillerait, tu vois, ce serait pas le... Ouais, en Allemagne, pour le coup, et la NFL était assez bluffée par ça, parce que à Londres, il y a un public, on va dire, un peu touristique et un petit peu d'expats, mais la NFL était assez bluffée par le niveau de connaissance du football américain qu'a le public allemand, et pour le coup, c'est des vrais amateurs qui sont dans le stade, et tant mieux. Alors, après, il faut rappeler qu'ils moi, j'avais fait quand j'ai vécu aux États-Unis, quand j'ai rencontré des étudiants allemands, et j'ai vu qu'ils étaient fans de NFL, j'ai presque demandé pourquoi. Un peu parce que beaucoup en France, c'est parce ils ont joué au foot américain en France, machin. Non, je suis fan de NFL, voilà, comme s'il est fan de football, quoi. Après, ils ont pu avoir accès à la NFL aussi de manière plus facile et plus tôt que nous, notamment grâce à la radio des bases que j'écoutais il y a 25 ans quand il n'y avait pas d'autre moyen de suivre la NFL en Europe, avec la télé des bases américaines, etc. Et ils ont toujours eu aussi un certain nombre d'athlètes qui étaient repérés, qui fait qu'il y a quand même maintenant une bonne palette de joueurs allemands qui ont joué à la NFL. Il y en a encore 4 cette année. Il y a, sans compter Amon-Ra St. Brown qui a la double nationalité. Donc voilà, ils avaient aussi un accès à la NFL peut-être plus facile que nous, qui fait qu'il y a maintenant des gens qui suivent ça depuis très très longtemps et de manière beaucoup plus massive que ce qu'on peut trouver en France. Voilà, vous en parliez, on en parle, on est là. Giants Panthers à 15h30 demain. On peut mater ça où à la télé en France? C'est Greg qui commente ou pas? Écoute, j'en sais rien pour le coup. Je sais pas si c'est le match de la 6 là, celui-là ou pas. J'ai pas suivi. J'espère pas pour eux. Giants Panthers, c'est sur M6? Non, c'est pas sur M6 directement. Non, c'est sur Sixter, mais
Sixter. Sur Sixter, mais je sais pas quel est le match de la NFL de la semaine. Je vais vous dire tout de suite si j'arrive à trouver ça rapidement. Mais sur Sixplay, pardon, plutôt que Sixter, je sais pas pourquoi je dis Sixter. Écoute, je sais pas, la NFL, dimanche, si, bah c'est ça. Dimanche en direct, New York Giants à Carolina Panthers, tout à fait. Et commenté par qui? Je ne sais pas, c'est pas marqué, donc c'est peut-être notre ami Greg qui aura la chance de nous commenter ce magnifique match entre les deux pires équipes de la NFL en ce qui concerne leur fiche. Non, leur fiche, je parle de leur fiche. Après on peut débattre du niveau de ces deux équipes. Par contre, j'adore les photos qu'ils ont mis sur le site de Sixplay. Hein. Le regard là, du QB des Giants, ça fait très... tu sais, c'est le mec surpris à poil en train de se masturber, tu vois. Mais il a souvent ce regard-là, hein, parce qu'il est malheureusement pas très bien protégé, notre pauvre... C'est ça au serial killer, quoi. Bon, allez. Donc, Olivier, t'es chaud, tes patates. Giants, Carolina, go! Alors écoute, comme on l'a dit, c'est pas forcément le match le plus attendu de l'année entre deux équipes qui sont à 2-7. Et puis alors en plus, malheureusement, il y a des choses positives pour les Panthers, c'est que Bryce Young a retrouvé un petit peu d'allant et il a été plutôt bon dans la victoire contre les Saints la semaine dernière. Il est restarter, donc tant mieux. Le problème, c'est qu'ils ont tradé deux receveurs dans la semaine là, entre Deontay Johnson et Mingo, donc on sait pas trop à qui va lancer les balles dimanche, notre ami Bryce Young, donc ça va être quand même un petit peu compliqué pour eux. Alors en face, il y a quand même pas la meilleure équipe NFL, même si c'est une équipe que t'aimes bien, Rico. Mais les Giants cette année, c'est quand même compliqué. On a l'impression que ils attendent la fin de saison pour peut-être tout changer, notamment arrêter l'expérimentation Daniel Jones, qui a pas l'air de finir par réussir. Donc voilà, ça va sans doute être un match qui sera pas forcément très très beau à voir. Il sera peut-être plus beau à voir du côté des tribunes. J'étais parti pour jouer les Panthers parce que je les avais trouvés quand même assez convaincants la semaine dernière contre la Nouvelle-Orléans. En tout cas, je trouvais que l'équipe jouait quand même un petit peu mieux. Mais avec ces trades de la semaine et la perte de deux de leurs principaux receveurs, je joue les Giants parce que pour le coup, il y a une équipe complète entre guillemets. Je suis assez d'accord sur pas mal de choses qu'a dit Olivier, surtout sur le fait que les Giants sont quand même un peu plus complets que les Carolina Panthers. Carolina qui a quand même la pire défense de la NFL. Giants sont pas là si pire que ça, ils sont deuxième tiers, on va dire plutôt 20e dans ce zoo-là. C'est vrai que c'est un peu une bataille de celui qui aura moins géré l'équipe. À savoir que j'ai trouvé à qui va lancer la balle et ce serait à Jatavion Sanders, le Titan. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun receveur qui a fait plus de 240 yards qui est toujours en Carolina Panthers cette saison, ce qui est un peu inquiétant. C'est vrai que là, c'est un peu beaucoup de questions. Autant le head coach, excusez-moi, j'ai oublié son nom du Panthers, s'il va peut-être rester. Autant Brian Daboll. Voilà. Beaucoup de questions aussi. Oui, mais voilà, c'est vrai que la gestion est un peu compliquée. Je pense que les Giants se mordent un peu les doigts. C'est mon avis, hein, mais d'avoir laissé Daniel Jones au profit de Saquon Barkley, ils se sont dit tiens, on a du flair. Il faut savoir que Daniel Jones n'a toujours pas, depuis que, alors j'ai vu une stat marrante, mais la dernière fois que, je vais faire plus simple, depuis que le dernier TD de Daniel Jones au MetLife Stadium, les Chiefs ont remporté 2 Super Bowls. Voilà. Donc c'est un peu une stat un peu pourrie pour lui, mais c'est vrai que c'est pas des équipes qui... Moi, j'ai trouvé un peu dur pour Bryce Young parce qu'il est encore jeune. Justement, on parlait de ça. Je vais pas revenir avec ma défense des jeunes QB, mais d'ailleurs, il est revenu depuis qu'Andy Dalton avait brillamment premier match et là, il avait fait un très très mauvais match ensuite. Mais voilà, donc il y a un peu de positif, mais c'est vrai qu'on est encore dans une bonne phase de premier choix de draft pour les Panthers. Pas la première fois, ils connaissent cette expérience.
Mais bon, on est reparti pour ça. Côté Giants, on est un peu plus complet, on est capable de maîtriser un peu mieux les choses. Le jeu au sol est quasiment inexistant, par contre. Hein. J'étais très surpris de voir qu'ils ont re-signé Chuba Hubbard, je crois que pour 33 millions et 4 ans. Vraiment, c'est. Alors, on parlait de bon agent, mais alors lui, il a un agent de. Parce que Chuba Hubbard, je l'ai adoré à Oklahoma State, mais depuis, je trouve un peu, pareil, un peu effacé. Mais voilà, donc je trouve les Giants un peu plus complets. Défensivement, je pense qu'ils sont un peu plus solides, donc ils vont réussir à tenir. Mais c'est vrai que c'est pas le match. Bon, moi, j'ai quand même choisi ce match-là parce que mine de rien, c'est pas si facile de savoir qui a gagné ou qui perd. C'est ça qui est assez intéressant. Mais je pense aussi que les Giants vont remporter ce match. Merci, messieurs. Le troisième match de la soirée. Encore un peu de super équipe de la NFC West. Les Steelers aux Commanders. NFC West. Alors, là, on est. Pas bon non plus. Enfin, si, pour les Washington. Alors là, on est dans tout l'inverse. On a parlé un peu de déception. Là, on parle de surprise, et peut-être énorme surprise. Alors, Washington, personne ne l'avait venir. Jaden Daniels, c'est incroyable. Il est intelligent, il est smart, et c'est ça qui est vraiment impressionnant au-delà des gros stats, parce beaucoup de joueurs peuvent faire des gros matchs. Faut dire que je crois qu'ils ont fait que 3 turnovers en 9 matchs, ce qui est, alors, pas beaucoup, ce qui n'est jamais arrivé avant. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment un niveau, je trouve que Cliff Kingsbury a montré que c'est un des plus grands, enfin un grand génie offensif. Mais vraiment, ils font un travail très bon. Défensivement, ça s'améliore. C'est toujours pas ça. Je pense que c'est toujours leur point faible. Mais globalement, il y a quand même du mieux. Bon, voilà, c'est vrai qu'ils ont fait un très gros match, mais contre les Panthers. Ouais. Bon, ça revient à ce qu'on disait avant. Mais globalement, il a du bon. McLaurin se réveille, il fait une très bonne saison. Non, mais globalement, il y a des bonnes choses. Alors, de ce que je vois, par contre, qui est un peu handicapant, c'est que Brian Robinson serait out pour le prochain match. Donc, c'est un peu leur meilleur running back. Et de l'autre côté, on a Pittsburgh. J'étais un peu dubitatif de l'arrivée de Russell Wilson. Je me disais que Justin Fields avait fait un bon début de saison. Pourquoi le faire partir? Alors, il a fait que 2 matchs, mais plutôt 2 matchs. Voilà. Il a réussi en 2 matchs à battre tout New York, enfin pas tout New York, on va dire tout New York City, Jets et Giants. Il pas de turnover, des stats, il joue bien, intelligent, bonne distribution. C'est quand même une équipe assez solide. Boswell, le kicker, fait une excellente saison. Et je dis pas ça parce que je l'ai ma fantasy, mais un petit peu aussi. Mais globalement, c'est quand même 2 équipes qui jouent bien. Mais c'est vrai que les Steelers, alors peut-être que c'est l'effet bye week, mais je les ai trouvés. Je sais pas trop quoi penser. C'est vrai que je sais pas encore trop, pas assez on va dire face à de gros adversaires. Washington a failli battre les Ravens, qui sont un peu une des meilleures équipes de la NFL actuellement. Voilà, il y a encore des questions sur les Steelers. Mais c'est 2 équipes qui jouent assez intelligemment, assez bien. Beaucoup devraient prendre exemple, mais voilà, je vais choisir Washington. Olivier? Bah écoute, Scooby a dit beaucoup de choses voilà, comme il l'a dit, 2 des équipes qui surprennent dans le positif cette année. Moi j'adore Daniels pour le coup, je trouve que c'est vraiment un QB qui promet beaucoup, que j'aime beaucoup voir jouer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Washington joue bien, équilibre son jeu, place bien ses jeux au bon moment. Je pense que c'est vraiment une équipe qui est très très bien coachée. Il y a une stat qui m'a impressionné, ils sont 11 sur 11 en 4e tentative cette année. Et c'est ce genre de choses qui fait la différence à la fin d'un match, parce que réussir une 4e, ça veut dire souvent derrière avoir des points, donc c'est important. Ils ont aussi voilà, ils arrivent à bien équilibrer les choses. Par exemple, ils ont
ils ont réussi à faire renaître Zach Ertz, qui fait une bonne saison, alors qu'on l'avait un peu oublié depuis la grande époque des Eagles. Voilà, c'est une équipe qui m'intéresse beaucoup. Et alors les Steelers, c'est un peu comme d'habitude. Les Steelers, on a l'impression que voilà, ils n'ont pas un affectif rocambolesque. Tout le monde, voilà, il n'y a personne qui fait vraiment trop rêver dans leur effectif. On pensait qu'avec Field, ça allait être moyen, mais qu'ils allaient encore s'en sortir avec leur défense. Mais avec Russell Wilson, c'est clair qu'ils amènent de l'expérience. Ils amènent un QB qui en a vu d'autres. Donc c'est une équipe qui devient dangereuse et qui a toujours une excellente défense. Je crois que c'est la deuxième défense en points encaissés depuis le début de la saison. Donc voilà, ils savent toujours bien faire, ils savent toujours être au bon moment. Donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir notamment la pression des Steelers sur Daniels. TJ Watt pourrait être clé là-dessus. On verra ce qu'il en est. En tout cas, moi, pour le coup, c'est aussi parce que ça se passe à Washington, mais je joue les Commanders quand même parce que à chaque fois que je les ai vus cette année, ils m'ont impressionné. Donc je crois à cette équipe surprise de la saison. D'ailleurs, pour la statistique, j'avais dit Washington 3 turnovers, Steelers 5. Donc c'est vraiment des équipes qui ne sont pas là pour donner la balle à l'adversaire. Non. On a deux équipes, franchement, c'est bien parce que souvent, on râle sur le niveau de la NFL, sur les jeux, sur comment c'est coaché, etc. Là, on a deux équipes qui sont bien coachées. Et même si c'est pas avec les plus beaux effectifs de la ligue, elles arrivent à faire du bon football. Merci, messieurs. Moi, j'ai choisi Steelers, mais je ne sais même plus pourquoi. Donc, ne faites pas vraiment attention. Le quiz de... Comment ça n'a pas changé de nom? Bref. Pourquoi ça n'a pas changé de nom? Le Caval Quiz de Scooby ce soir. Voilà, je vous rappelle les standings. Rémi caracole en tête avec 277 points. Olivier 245. Et après, Scooby 110 quelque part. Bref, puisque vous n'êtes que deux, on va faire simple. Scooby, tu as le Scooby Quiz des QB des années 90, je crois, des années 2000, je crois. Donc, Olivier, pour gagner 100 points, tu devras en trouver au moins 2 en 3 indices. Voilà. Et si moi, j'en trouve un seul avant toi, vous perdez tous les deux 100 points et j'en prends 200. Voilà. Carrément 200, carrément. Ouais, attends, moi, je participe jamais. Donc les règles d'Arico, c'est quand même spécial. Je suis à 25 points. Donc, tu as touché le top 3 un petit peu quand même. Scooby, c'est à toi. Alors, le premier joueur, mon premier indice. Michael Vick. Non, c'est pas Michael Vick. Mais il a un point commun avec Michael Vick, c'est qu'il a fait la couverture d'un jeu Madden. Mais lui, je crois que c'est le seul de toute l'histoire des jeux vidéo, il n'a jamais fait le Pro Bowl. Et pourtant, il a fait la couverture de Madden. Waouh! Sans faire le Pro Bowl, Tim Thibault. Non. Ça, c'est fort. Ouais. Là, c'est une belle stat, ça, pour le coup. Un Madden qui n'a pas fait de Pro Bowl, c'est pas mal, ça. Non, je sais pas. T'as un autre indice? Deuxième indice. J'étais dans un trio légendaire de running back en NCAA. Un trio légendaire de running back en NCAA. Ah, ben attends, ça. Vous avez 2000. Oula. Les running dans les années 2000. Ah ouais, non, je sais pas, non. Ah ouais, non, c'est un QB, on a dit. C'est un QB qui court. Michael Vick. Non, c'est un running back. Écoute, je ne sais pas. Non, je ne trouve pas. Troisième indice, j'ai fait une très grosse saison en tant que running back en 2010, qui m'a valu d'être en couverture de Madden. J'ai affronté Brady qui avait fait MVP et j'ai quand même remporté le match. C'est un running back des Browns. Hein? Tu lui dis que c'était le running back des Browns? Ah ouais. Attends. Non, mais non. Écoute, je sais pas. Attends, mais c'est des QB, on est d'accord. Hein. Non, mais non, c'est un running. Ah. Mais putain, tu me mets. Je donne un indice plus 1, mais qui compte pas, il est blanc. Ça peut peut-être aider un peu. Il est blanc. Ouais.
Ah ouais, non mais là tu m'embrouilles là. Waouh. Un running blanc qui est Brown. Voilà, c'est ça. Un running back blanc sur une Madden. Il y a des running back blancs, il n'y en a pas eu 36 000. Hein. Mais oui, mais c'est ça, mais je sais pas, j'ai l'air con là, parce que je vois pas du tout quoi. C'est un truc de ouf. Bon, allez, dernier indice, achève-le. Ouais, achève-moi. Là, je crois que j'ai donné tous mes indices d'un coup, en fait, j'ai un peu aidé. Ouais, vas-y, dis-moi. Bon, alors, c'était Peyton Ellis. Oh putain, mais il a fait la couverture de Madden, carrément. Madden 12, c'était Peyton Ellis, ouais. Ouais, un truc de fou, ah ouais, il a quand même pas une carrière absolument terrible, mais ah ouais, dis donc. Bah, l'année 2010, elle était incroyable de Peyton Ellis. Hein. Brady MVP, cette année-là, Brady a eu 2 défaites, c'est les Jets et les Browns. Pas oublier ça. Écoute, c'est vrai que c'était One Year Wonder, comme on dit, hein. Voilà. Olivier. Ouais, bah quoi? La honte, quoi. Ouais, bah la honte, mais on l'avait oublié, ce brave homme. T'imagines? Scooby, joueur numéro 2. Alors, je vais t'aider parce que c'est vrai que c'est dur mes indices. Je suis un running back, j'ai été First Team All-American et First Team All-Pro. Il n'a pas eu beaucoup. Ouais, mais alors, ça dépend. Vu les années. Je t'ai dit, année 2000, puis là on est en 2010 d'un coup. Ouais, c'est ça, tout de suite. C'est le siècle en cours, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Peyton a pu jouer en 2000 comme 2010. Enfin... De quoi? Non, c'est pas grave, mais non, pour le coup, c'est année 2000, lui. Année 2000. Vraiment année 2000. Écoute, je sais pas. Je sais pas, qui a fait une. L'année dernière, Tomlinson, qui avait fait une belle carrière universitaire. Non. Mais voilà. C'est pas. C'est bien. Tu t'approches d'une certaine manière. J'ai été à un moment le meilleur running back de ma franchise, mais j'ai été éclipsé après quelques années plus tard par un running back qui a été meilleur que moi et qui lui, contrairement à moi, a gagné le Super Bowl. Ouh là là. Alors attends, Super Bowl année 2000, donc c'est un patriote. Il a gagné. Regarde, lui, il a participé au Super Bowl durant les années 2000. Mais l'autre running back qui est devenu le meilleur de l'histoire de ma franchise, lui, il a participé un petit peu plus durant les années 2010. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, notre joueur a perdu un Super Bowl dans les années 2000. Voilà, c'est ça. Et il n'a pas scoré. Ça, c'est un indice supplémentaire que je te fais en même temps. Il n'a pas scoré. C'est vrai que pas scorer, ça n'aide pas à gagner les Super Bowls. C'est vrai. Putain. Alors, il a pas gagné aussi, je sais pas moi. Et il a quand même été un bon joueur de college. C'est le meilleur running back de l'histoire de la franchise, mais après, il a été éclipsé par un joueur qu'on disait qu'il était une bête en running back. Oui, alors, tu vas me dire. Je dirais Sean Alexander. C'est lui. Avec ça, ton indice de la bête, c'était un peu facile. C'était un peu trop, j'avoue, je t'ai beaucoup aidé. Tu m'as un peu aidé là, tu m'as un peu beaucoup aidé. J'allais te dire, le prochain indice, ça allait être, j'allais dire 27, MVP et finish. Donc il a été MVP, après il a un peu disparu. Et... Ouais, mais c'est vrai qu'on pense pas forcément beaucoup à lui, alors qu'il était quand même très bon, notre ami. Mais en plus, Tomlinson, ça m'a fait rire parce que c'est lui qui a battu le record l'année d'après et qui a été MVP. C'est Tomlinson avec 28 et Sean Alexander a fait 27 l'année d'avant. Et le truc, c'est que c'est le désavantage d'être de Alabama, c'est qu'on oublie on oublie vite les carrières d'universitaires des mecs qui sortent d'Alabama parce qu'il en sort tellement que voilà. Bon, donc il a gagné au combienième indice, Scooby? Deuxième, hein. Aïe, attention, hein, encore un, c'est fini, hein, Scooby, là. Hein. C'est pas grave. Allez, Scooby, troisième joueur, s'il te plaît, des années 2000, 2010. Je le trouve. Alors lui, alors ça c'est pas un indice, hein, mais il a joué 2000 et 2010, voilà, entre 2000 et 2010. Ok. C'est pas un indice, hein, c'est juste pour mettre le cadre. Alors c'est un des meilleurs linebackers de l'histoire de la NCAA.
Un des meilleurs all-time. Meilleur linebacker. Alors, je te fais un autre indice, c'est pas Luke Kuechly, voilà. Faut que tu donnes les numéros à tes indices, là, on est perdu sinon. Non, c'est pas un indice, c'est pour la blague. Mais en gros, c'est un des meilleurs linebackers d'histoire d'NCAA. Si tu caches des blagues dans les indices et des indices dans les blagues, on va pas s'en sortir. Ouais, non, un des plus grands linebackers de tous les temps. D'après toi. Non, pas d'après moi. Il est Hall of Fame. Il faut que je regarde. Mais je pense pas au collège football Hall of Fame, mais il a été deux fois l'American en linebacker, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais. Je le provoque pour qu'il lâche des indices. Ouais, c'est ça, je vois ça. Mais ouais. Et de les années 2000. Enfin, le problème, c'est des linebackers des années 2000-2010 qui ont été bons en college. Mais alors, ça veut dire qu'il n'a pas été très bon en pro, alors? Bah, ça, c'est. Tu avances, tu sais pas où j'avance? Ouais, capitule. Non, je sais pas, vas-y. Ok, alors le prochain indice, c'est. J'ai quand même eu une longue carrière. Enfin, c'est une phrase. Hein. J'ai eu quand même une longue carrière NFL, mais j'ai jamais été All-Pro, mais j'ai quand même plus de 1200 plaquages. Et j'ai même été une année leader plaquage de la NFL. Donc, quand même fait 1200 plaquages. Comment il s'appelait le gars là de Penn State là Paul Zusny. Oui, c'est Paul Poslusny. C'est lui? Ah putain. Putain, Scooby, tu sers à rien. Je suis gentil. J'ai eu du cul. Je me suis dit, tu sais, quand tu m'as parlé de linebacker NCAA, j'ai forcément pensé à Penn State. Et je sais pas, ça m'a. Je suis surpris par contre que Penn State tu aurais été. Parce que moi, je savais pas. Enfin, oui, c'est vrai que c'est en regardant que Paul, c'était le meilleur. Et j'allais dire, pour un indice, j'ai joué surtout pour une équipe où j'ai pratiquement rien gagné, mais j'ai gagné. Sauf ma dernière saison où je suis allé en playoff pour la première fois. Et j'ai un drôle de nom. Ouais, mais parce que c'est le linebacker auquel je pense parce que c'est le Polak de Penn State linebacker classique, quoi, tu vois, comme il y en a eu un certain nombre et voilà, je me suis dit tiens, je vais l'essayer, voilà. Dernier joueur, donc voilà, Scooby, à cause de toi, Olivier prend la tête du classement, voilà, c'est malin. Ouais, pas de souci. Maintenant, il n'y a que moi qui peux vous sauver si je le trouve avant lui. Alors le prochain, bonne chance. J'ai joué. Parce qu'en fait, mes indices, c'est un peu trop. Alors, c'est très drôle celui-là. J'avais fait un indice, je pense que je vais le dire après. Mais c'était à l'époque, parce que quand j'avais fait ça, c'était le contexte est un indice ou pas? Non. Là, je vais commencer maintenant. J'ai joué 13 saisons à NFL, non pratiquement dans une seule équipe uniquement. Ouais. 13 saisons NFL. Ouais, je suis plus précis parce que c'est dur. Non, mais je suis un corner. Le poste, c'est difficile. Je suis un corner NFL qui a joué 13 saisons. Un corner. Un corner NFL qui a joué 13 saisons, d'accord, ouais. Donc c'est des pas trop connus, donc là c'est compliqué parce que en plus les corners, moi je sais pas, je bug souvent sur les corners. La semaine prochaine il nous fait les comment dire, les linemen. Je sais pas, Antoine Winfield, mais tu l'aurais pas mis là, il serait pas dur à trouver, donc voilà. Non, mais pourtant celui-là il est quand même assez connu. Hein. Mais alors lui, en plus il a une carrière assez marrante. Parce que il a joué 13 saisons, mais il a été Rookie of the Year sa première année. Et puis plus rien pendant presque 9 ans. Et puis il a été All-Pro, il a été Pro Bowler et All-Pro presque 10 ans plus tard. Comme ça, c'est l'autre consolation, quoi. D'accord, il s'est rattrapé après. Alors attends, quelle équipe s'est mis à gagner vers le début des années 2010? Qui t'a dit qu'il s'est mis à gagner? Moi, je t'ai juste dit que lui, il allait All-Pro et Pro Bowler. Hein. S'il n'a rien fait pendant 10 piges, c'est probablement que le niveau de son équipe a augmenté. Non, c'est faux. Au Pro Bowl. C'est faux parce qu'après, tu sors avec le prochain indice. Mais c'est pas forcément vrai. Écoute, je sais pas. Franchement, là, je vois pas parce qu'en plus, les corners. Troisième indice, j'ai été dans une des plus grosses défenses des années 2000, mais j'ai perdu le seul Super Bowl qu'on a fait. Mais tu as perdu le seul Super Bowl qu'ils ont fait. Une grosse défense des années 2000. Seahawks. Non, c'était pas une grosse défense. C'était après. Ils ont gagné.
Attends, c'est quelle équipe qui s'est fait remonter par les Patriots? C'était pas les Sioux ou c'était les Eagles alors? Je sais plus. Il y a une équipe qui avait une saleté d'avance et qui s'est fait défoncer à la fin. Non, c'était les Falcons, mais c'était bien après ça. Bien après. Non, je vois pas du tout. Je vois pas du tout. Je suis leader all-time dans ma position en fumble forcé. Et j'ai même l'idée la NFL en tant que corner avec fumble forcé avec 10. Un corner. J'ai même le record du plus grand nombre de fumbles forcés en une saison avec 10. Bon, alors, est-ce qu'il a joué pour Spagnuolo? Est-ce qu'il a joué pour Spagnuolo? Je ne crois pas qu'il a joué avec. Non, non. Il faut en envoyer des blitz pour que les corners ils fassent des fumbles forcés beaucoup comme ça, non? Ouais. Et l'autre il a fait un Super Bowl, il a jamais bougé de sa franchise. Il a fait qu'une saison dans une autre franchise en 2015. Donc bien après. Ouais. Et l'autre indice, c'était j'ai marqué plus de touchdowns que certaines équipes cette saison. Alors, cette saison-là, la fameuse. Voilà, c'est un corner qui a marqué 9 touchdowns défensifs. C'est-à-dire que putain. Ah ouais, quand même. Mais écoute, là, tu me perds grave. Non, j'ai rajouté des indices. Un mec de Chicago. Alors, je te donne la réponse. Un mec de Chicago. Mais comment il s'est retrouvé dans un il a perdu. Donc il a perdu contre les Colts. Oui. Oh putain, le fameux. Ah oui, celui-là, c'est vrai que j'ai un peu oublié ce Super Bowl là, non. Moi, je crois que c'est un des premiers que j'ai été voir dans un marche. J'étais voir comment ça s'appelait ce bar. J'étais rue Prince. Ouais, vas-y. C'était Charles Tillman. Ah ouais, Tillman, putain, ouais. Ah ouais. Et en fait, quand j'ai étudié, j'ai dit putain, le bâtard, il a une carrière. Tillman. Ah ouais, dis donc, 9 TD défensifs. Et c'était quelle saison là? C'est la saison du Super Bowl qui a fait ça ou? Non, en carrière, il a 9 TD, c'est énorme. C'est énorme déjà, mais je pensais que c'était sur une seule saison parce que comme tu disais qu'il avait marqué plus que certaines franchises. Non. Voilà, ok. Mais oui, en 2010, il a le record, enfin en 2012, il a fait le record du plus grand nombre de fumbles forceurs d'une saison avec 10. Ouais. En 2012. Et vous vous rappelez, Chicago, ils avaient une très bonne défense à ce moment. Les Bears. C'est ce que je te disais donc. On se moque de leur gueule, mais les Bears ont quand même très souvent une bonne défense. Et Tillman était effectivement un excellent corps. Ouais. À cette époque-là, ils avaient aussi Devin Hester, ce qui fait que la défense se reposait pas mal, quoi. Alors, Devin Hester, mais ça c'était un petit peu. Parce que 2012, il a fait une très grosse saison, 2011 aussi, mais la meilleure saison des Bears où il a joué, je pense que c'est celle où ils sont allés au Super Bowl. Hein. Ouais, c'est ça. Il y avait Devin Hester, je crois qu'il a même retourné. Il y avait Devin, bien sûr, il a même mis un kick-off return. Voilà, et il mettait beaucoup de retours, ce qui fait qu'à un moment, les phases, la défense jouait beaucoup, quoi. Il y avait encore Hurler et tout ça, donc c'était. Bridge, ils rigolent pas trop. Hein. Les mecs, ils étaient là. À un moment, il y avait eu Julius Peppers aussi. Putain, les mecs, comment ils sont pas. Il y avait Peppers, t'as raison. Ouais. De l'autre côté, il y avait Tim Jennings. Il y avait une défense de malade mental. Non, c'est pour ça qu'ils sont allés à Super Bowl, hein, d'ailleurs, parce que du point de vue attaque, ça n'a jamais été, même cette saison-là, c'était pas énorme. Hein, donc, pour un point bonus, est-ce que tu te rappelles le quarterback qu'ils avaient pour Chicago? De cette année-là? Oui. Attends, je sais c'était Horton, non? Non, l'année où ils sont allés au Super Bowl. Non, c'est le mec qui a tourné après dans toutes les équipes pendant 1500 ans, là. C'était pas Rex Grossman. Oui, c'est Rex Grossman. Le vrai RG3. Ah, putain, tu vois. Allez, un point pour moi, Nico Homer. Bon, allez, merci Scooby d'avoir préparé ce quiz. Dernier match de la soirée. Avant Scooby, il faut que tu jettes un coup d'œil à ce qui se passe à Georgia Tech Miami, hein, quand même. Vas-y, parle, vas-y, Rico. Il y a 14-10 Georgia Tech et ça tourne pas mal. Le match rouge, les 49ers aux Buccaneers, avant que tout le monde puisse retourner voir la NCAA pendant son week-end, ou faire comme Olivier, en même temps. Donc, 49ers, Buccaneers, Olivier, bien fait pour toi, c'est à toi.
Ah là là, c'est comment qui commence là? Alors, 49ers Buccaneers, là aussi j'ai changé d'avis parce que voilà, j'ai beaucoup hésité sur ce match. Alors, c'est deux équipes qui ont des fiches qui sont pas très belles. Hein. On est à 4-5 et 4-4, donc c'est pas très beau. Alors que je trouve que quand elles tournent, elles peuvent battre beaucoup d'équipes dans la ligue. Mayfield fait une belle saison et se retrouve avec une fiche négative, ce qui est quand même un petit peu triste. Ils ont perdu contre Kansas City la semaine passée en prolongation, avec une nouvelle fois les Chiefs qui gagnent une prolongation sans que l'équipe adverse ait pu toucher le ballon, ce qui est une grande tradition chez nos amis de Kansas City. Donc c'était un peu rageant pour les Bucks et Mayfield. Mais le problème, c'est qu'ils ont aussi pas mal de blessés. Evans sera pas là, Godwin sera pas là, alors que les 49ers, eux, théoriquement, alors c'est à confirmer, devraient revoir arriver leur McCaffrey vedette, ce qui pourrait peut-être leur permettre de respirer un petit peu plus en attaque, en tout cas d'avoir un petit peu plus de variété et de se retrouver un petit peu plus devant. Alors, l'attaque des 49ers marche pas trop mal parce que du point de vue statistique, c'est quand même la deuxième en yards gagnés depuis le début de la saison, mais il leur manque toujours un petit quelque chose et ils ont eu des fins de match souvent difficiles. Et de l'autre côté, on a aussi une très bonne attaque, hein, parce que les Bucks, je crois, c'est la 5e attaque de la NFL en yards. Donc, on devrait pouvoir voir un beau match avec beaucoup de points. Pour être franc, à 19h dimanche, je pense que c'est plutôt ce match-là que je vais regarder, même si je garderai un œil sur le Steelers Redskins dont on a parlé. Mais je joue les 49ers si McCaffrey est là, et s'il n'est pas là, eh ben, j'aurais perdu mon pari. C'est vrai que c'est un match où j'ai un peu hésité. Je vais quand même garder mon vote. C'est assez intéressant de voir les 5 derniers matchs des Buccaneers. Alors, ils sont à 1-4. Ils ont gagné 51-27 contre les Saints. Mais sinon, ils ont perdu 36-30, 41-31, 31-26, 30-24. Autant vous dire, on se croirait en NCAA. C'est vrai que les Bucks, ils ont une très grosse attaque. Baker Mayfield est leader, si je me trompe pas, en passe. Lancé, 23. Ouais. En touchdown et en lancé. Alors vraiment, on est meilleure saison de Baker Mayfield, qui je trouve qui revit à Tampa Bay. Défensivement, c'est très très décevant. C'est très enfin, c'est quand même, je pense, la pire de la NFL. Voilà. En face, les 49ers perdent des matchs, mais c'est assez compliqué pour eux cette saison avec les blessures, même si Mason, c'était un peu une révélation, et à se demander ce qu'il va devenir, où ils vont réussir à jongler avec McCaffrey. Voilà, donc toutes les blessures, à un moment on a eu Trent Williams, enfin voilà, c'était vraiment l'apocalypse du côté de Debo, Ayuk, bon, c'est qui le prochain, quoi. Bossa aussi en défense. Voilà. Donc voilà, on se demandait c'est qui le prochain. Donc, mais après, quand on voit un peu plus en détail, les 49ers ont perdu de peu contre les Vikings, contre les Rams, et contre les Cardinals d'1 point, et contre les Chiefs, enfin voilà quoi, c'est pas contre des petites équipes, c'est pas mauvais, c'est quand même un match assez serré. Moi, je pense qu'il y a une possibilité pour les Bucks, et c'est pour ça que j'ai choisi gagnant, s'ils arrivent un peu plus à dérouler en attaque. Il faut, comme disait Rico à chaque fois quand je lui disais cette phrase, mais ouais, bah oui, c'est logique, l'équipe qui marque le plus de points gagne le match. En l'occurrence ici, c'est qu'ils doivent en marquer beaucoup pour pouvoir espérer gagner. Je pense qu'ils ont les armes, mais c'est vrai qu'ils arrivent quand même à produire alors qu'ils ont plus de receveurs. Hein. On parlait des 49ers et des blessures, mais pas de Mike Evans, pardon, pour les Bucks, et je crois que, si je dis pas de bêtises, Chris Godwin est out saison. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Les deux, ouais. Voilà quoi. Donc à voir, ça va être un match assez intéressant. Ouais, j'ai parlé de Mike Williams aux Bucks, le pauvre il est mort. Non, mais il y avait un autre Mike. Bref, voilà, c'est chouette. Mais voilà quoi, ça va être un match assez intéressant, mais on va voir si c'est un peu la résurgence des 49ers, ou les Bucks vont réussir à sortir leur épingle de leur jeu et pas perdre en overtime.
Merci beaucoup Scooby, merci beaucoup messieurs. Voilà pour cette édition spéciale de Touchdown et Tartiflette du samedi. On va se retrouver jeudi prochain. On va voir si Rémi a fini son stage de natation du côté de Barcelone. On va voir si on arrive à sortir FMB de son EHPAD. Bref, de nouvelles aventures nous attendent jeudi prochain. En attendant messieurs, je vous souhaite bon match de NCL puis bon match de NFL. Même le Giants Panthers, voilà. Merci même beaucoup. Même le Giants Panthers. Allez, bonne soirée. Ciao. Salut.